Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va changer de la thématique habituelle des armes à feu pour se concentrer sur le sabre type 95 qui est une arme utilisée par les sous-officiers japonais durant la Seconde Guerre mondiale, et on va en profiter durant cette vidéo pour parler aussi des charges Banzai effectuées par l'armée japonaise durant la guerre du Pacifique. Le type 95 n'est pas un katana à proprement parler, du moins si un katana est une arme fabriquée de manière traditionnelle, et pour le cas du Japon on parlerait de tradition ancestrale, le type 95 y ressemble, mais il s'agit d'un sabre fabriqué de manière industrielle. Si je vous dis ça, vous comprendrez de suite qu'avec le contexte de la Seconde Guerre mondiale, le besoin en armes était grand et qu'il fallait donc produire en masse. Et c'est ce que le Japon fera avec le type 95. C'est là que c'est assez surprenant de se dire qu'un pays, durant les années 40, avait besoin de fabriquer des sabres, comme des fusils. Bon, il faut prendre bien évidemment le contexte du Japon et son amour des grandes lames. Si je vous dis les mots samouraï et katana, je crois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez à quel point cette arme tranchante était importante dans la culture japonaise. Autant que le seigneur chez nous et son épée, c'est une arme, oui, mais cela marque aussi son rang dans la société. Et chose importante pour le samouraï, son honneur. Mais on note que le sabre fut tout aussi important pour les officiers de nombreux pays durant la Première Guerre mondiale. Bon, les sabres ont rapidement montré leurs limites durant les batailles, mais en tant que symbole, ils restent très présents, notamment lors des cérémonies. Cela distingue tout de suite l'homme de troupe de l'officier. Et au Japon, sur ce point-là, c'est à peu près pareil. Sauf que chez eux, le sabre est resté, durant la Seconde Guerre mondiale, une arme de combat. Mais pour comprendre le type 95, il faut remonter à l'année 1876. Et surtout l'ère Meiji, qui est la période de transition entre le Japon traditionnel et le Japon moderne. Vous avez vu Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise? C'est grossièrement à cette période dont je fais référence. Les samouraïs perdent certains privilèges, dont celui de porter un katana en public. L'armée s'équipe en armes à feu et canons aussi modernes que les armées européennes. Et au niveau des sabres, il y a une vraie rupture. Fini le katana, place au sabre dans un style très européen. Mais dans les années 30, le nationalisme l'emporte et les traditions sont au goût du jour. Cela donnera naissance au type 94 pour officiers et au type 95 de sous-officiers. Un sabre reprenant la forme traditionnelle du katana avec des matériaux bien récents puisque la poignée est en aluminium. Mais on y reviendra. Ce retour aux sources n'est pas qu'une question de fierté nationale, mais bien lié à des retours d'expérience du terrain. Et oui, plusieurs reproches étaient faits au sabre type 32. La poignée courte ne permet pas une prise à deux mains pour une entaille de pleine force, en particulier lorsque l'on porte des gants et un uniforme d'hiver très rembourré. L'ennemi porte également un uniforme rembourré, de sorte que la lame tranchante ne fait que rebondir et n'a aucun effet. La seule façon efficace en tenue d'hiver est de donner des coups d'estoc. Ce pourquoi le type 32 est bien adapté. Ensuite, le fourreau est bien trop voyant et devrait être noir. Et enfin, les sous-officiers n'ont guère confiance dans le sabre de type 32 pour le combat pratique, et nombreux sont ceux qui portent leur propre sabre de samouraï à cette fin. Pour replacer ces trois critiques dans le contexte, il s'agit des batailles en Mandchourie au début des années 30. On comprend les commentaires sur l'épaisseur des vêtements. En réalité, le développement d'un nouveau sabre a démarré dès 1923. Mais le design a changé de nombreuses fois pour arriver à une arme dans le style du katana traditionnel. Après tout, cela correspondait à ce qui était attendu par les hommes sur le terrain, une arme plus tranchante et pouvant être tenue à deux mains. C'est donc le type 95 qui est mis en production en 1935. Et oui, 95 fait bien référence à l'année 2595 du calendrier impérial. Il fait la transition entre les Kyogunto, c'est-à-dire les vieux sabres, en réalité les armes de style européenne de l'ère Meiji, et les Shingunto, ces nouveaux sabres reprenant l'aspect du traditionnel katana. Je ne parle pas ici du type 94 d'officier car je n'en ai pas eu en main, mais son histoire suit le type 95, sauf qu'il serait de meilleure confection. Concernant le type 95, c'est assez amusant de constater que la garde reprend les motifs d'un katana et surtout la texture des matériaux d'origine, que sont la peau de requin ou de raie, avec du tissu entremêlé autour. Et au milieu, comme sur le bout du manche, des fleurs de cerisier, typique de l'ornementation japonaise. Mais en fait, tout ça est un moulage en aluminium, et c'est ce qui donne cet aspect, à mon sens, assez particulier au type 95. De loin, on croit qu'on a affaire à un vrai katana, et quand on l'a en main, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas. D'ailleurs, on voit une vis sur le manche qui permet de maintenir la lame. Le fourreau est peint avec une couleur kaki plus discrète, et la lame reprend la forme du katana avec une gouttière.
Les 3 exemplaires que je vous présente représentent 3 grandes évolutions dans le design du Type 95, puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo du fusil Type 99, que vous avez évidemment tous vu, les matériaux au cours de la guerre vont devenir de plus en plus difficiles à obtenir pour le Japon, et ils vont devoir trouver des substituts et simplifier la production. La garde devient plus simple et juste ronde et noire. La gouttière dans la lame disparaît pour diminuer le temps d'usinage. Le verrou est placé sur le côté et non sur la tranche de la poignée. Et bien évidemment, la poignée est désormais en bois. Tout ceci pouvant être mélangé, et c'est ce qui fait le bonheur des collectionneurs. Comme je le disais au début de la vidéo, ce sabre était donc destiné aux sous-officiers japonais. Néanmoins, ce ne sont pas tous les sous-officiers. Pas mal de cas différents, mais globalement, c'est uniquement ceux au-dessus du grade de sergent-major. Les sous-officiers d'un rang inférieur pouvaient en avoir s'ils servaient dans la cavalerie, les transports, la police militaire et au quartier général. À noter que durant la campagne de Chine, de nombreux autres militaires avaient apporté leur propre katana familial, c'est-à-dire d'authentiques katanas traditionnels, alors qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire. D'ailleurs, à partir de 1939, il fut décidé que cette pratique devait cesser pour ne laisser que les sous-officiers et officiers avec des sabres. Alors est-ce que ces sabres ont vraiment été utilisés au combat ? C'est difficile d'être affirmatif. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont plutôt servi à montrer le statut et le grade de celui qu'ils portaient, mais aussi à faire régner la discipline au sein des troupes, et beaucoup moins joyeux dans l'exécution de prisonniers et autres crimes de guerre en Chine. Par contre, oui, le Type 95 a bien été utilisé durant les charges Banzai, dont on va parler tout de suite. À l'origine, l'expression japonaise complète est Tenno Eka Banzai, qui signifie longue vie à Sa Majesté l'Empereur. Le mot Banzai signifie littéralement 10 000 ans, faisant référence à la longue vie qui est souhaitée pour l'empereur. Mais la traduction occidentale est bien l'expression que nous connaissons déjà chez nous, longue vie à Sa Majesté l'Empereur, un équivalent de Vive le Roi si vous voulez. Tenno Eka Banzai! Donc une expression plutôt lancée pour célébrer un moment, que ce soit pour les militaires ou les civils, lors de victoires. En fait, l'expression charge Banzai provient des soldats américains qui entendaient les Japonais charger en hurlant Tenno Eka Banzai. Alors pourquoi se sacrifier ainsi en se jetant corps et âme sur l'ennemi, baïonnette et Type 95 à la main ? Eh bien cela fait écho au Bushido, le code du samouraï où le suicide devient plus honorable que de vivre avec la honte d'une défaite. Et c'est exactement ce que l'état-major japonais va mettre en place dans l'armée, inculquer aux hommes de troupes ce code d'honneur avec ce principe simple. Se rendre est impossible et la mort est un devoir, sur fond de propagande nostalgique du temps des samouraïs. Et ce sera dans les moments où l'armée japonaise sera en position de défaite, avec aucun espoir de s'en sortir, que les charges Banzai seront lancées, dans un ultime effort de vaincre, idéalisant la mort au combat. Si ce type de charge a pu fonctionner face aux Chinois qui ne possédaient pas ou peu d'armes automatiques, ce fut bien différent face aux Américains. La plus grande charge Banzai de la Seconde Guerre mondiale se déroula le 7 juillet 1944 à Saipan. Acculé dans le coin nord de l'île, le général Yoshitsugu Saito lança plus de 4000 Japonais sur les forces américaines. Et il n'y avait pas que des militaires, non, il y avait des civils parmi eux. Buvant du saké pour la dernière fois, ils se réunirent à 4 heures du matin sur le point le plus vulnérable des lignes US. Les officiers japonais lancés en avant, sabre au clair, suivis des troupes, criant tous « Tenno Eka Banzai ». Imaginez-vous, 4000 Japonais fonçant droit sur vous. Vous avez beau être équipé de M1 Garand, de barre 1918 et mitrailleuse Browning, tous les arrêter devient très compliqué. Les Japonais réussirent à avancer sur 1 km avant d'être stoppés. 12 heures de combat, plus de 4300 morts côté japonais, autant dire quasiment tous ceux qui se sont jetés dans la charge. Et côté US, 406 tués et 512 blessés, ce qui n'est pas rien non plus. Le champ de bataille était littéralement couvert de cadavres, mais ce n'était pas terminé car il fallait que les troupes US fassent le ménage. Les Japonais blessés pouvaient encore se dissimuler, tirer une dernière fois ou activer une grenade. Les soldats américains devaient être très vigilants. Pire, il y aurait eu 47 soldats japonais survivants et 160 civils, qui organisèrent une résistance sur l'île avec des actions de guérilla, et ce durant 16 mois, avant de finalement se rendre. Plutôt tenace comme adversaire, et on comprend que les batailles dans le Pacifique furent un véritable enfer pour les soldats américains. A contrario, on peut noter que certains gradés japonais comme le général Tadamichi Kuribayashi, commandant l'île d'Iwo Jima,
interdisait ces hommes de lancer des charges banzai. Vous avez maintenant un aperçu du type de combat où a pu être utilisé le Shingunto Type 95, qui est devenu un trophée très prisé des Américains comme souvenir à rapporter à la maison. Et aujourd'hui, pour les collectionneurs, il s'agit d'une très belle pièce représentative de l'armement japonais. Personnellement, les katanas m'ont toujours intéressé et j'aimerais bien mettre un Type 95 dans ma collection. Même si c'est pas un véritable katana, mais je trouve son histoire bien singulière. Malheureusement, ils sont pas si faciles à trouver sur le marché français et les prix n'aident pas non plus à passer à l'acte. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur l'histoire du Type 95. J'espère que ça vous aura plu, puisque ça change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça aide au référencement de celle-ci. Je remercie le propriétaire de ces très belles armes qui m'a permis de vous les présenter. Et je vous dis à la prochaine.